Le projet de loi des finances rectificatives 2012 a été adopté ce matin par les élus du peuple par 150 voix pour, 9 contre et 10 abstentions. C'était au cours d'une séance plénière tenue le 15 janvier. Baccalauréat session spéciale octobre 2012, les épreuves ont débuté depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. Le projet Mani Essor 2 a été lancé par le préfet du département de Haraz al-Biyar. C'est un projet qui concerne la sécurité alimentaire dans la sous-préfecture. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé en français. Je le disais, plénière ce matin à l'Assemblée nationale. Les députés ont examiné et adopté le projet de loi des finances rectificatives 2012 par 150 voix pour, 9 contre et 10 abstentions. Ce projet de loi qui s'articule autour du contexte de l'élaboration du projet de collectif de présentation d'audition du ministre des Finances et d'observation a été présenté par la Commission Finances, Budget et Comptabilité publique de l'Assemblée nationale. Mohamed Moussa Bamichi. Le projet de loi de finances rectificative 2012 projette les recettes à 1680 milliards 892 millions de francs CFA contre 1366 milliards 623 millions de la loi initiale. Les dépenses se chiffrent à 1755 milliards 892 millions de francs CFA contre 1486 milliards 623 millions de non-francs. Selon le rapport sur le projet de cette nouvelle loi de finances rectificative, le collectif apporté touche essentiellement les prévisions des recettes qui sont en augmentation de 314 milliards 268 millions. Justifiant les raisons de ce projet de loi, le ministre des Finances et du Budget a notifié qu'en matière de recettes, l'on enregistre une contre-performance des régies financières dans la collecte des ressources ordinaires hors pétrole après 7 mois d'exécution budgétaire. Il ressort de ce rapport que les recettes encaissées n'ont pas atteint le niveau escompté, surtout celles de la direction des douanes. Le rapport soumis à l'approbation des députés a fait des débats contradictoires. Certains ont apprécié le travail fourni par la Commission Finances, Budget et Comptabilité publique, mais d'autres ont sévèrement critiqué le rapport. Plusieurs questions d'éclaircissement ont été posées au ministre des Finances. Prenant bonne note, le ministre des Finances et des Budgets a apporté des éléments de réponse. D'un déficit budgétaire de 120 milliards. Et je vous ramène donc à quelques mois en arrière. Il était également prévu que pour financer ce déficit budgétaire, l'État aura entre autres recours à l'emprunt. C'est vrai, ça n'empêche que l'Assemblée devait être formellement saisie, mais cet emprunt a été contracté très tôt, en début d'année 2012, je dis dans l'optique ou pour le souci de couvrir le déficit budgétaire. Par rapport à l'ouverture d'un compte à la CBT par la direction des douanes, Christian Georges Digimbaï a indiqué que c'est lui-même qui a ouvert ce compte pour sécuriser les recettes. Selon lui, ce système existe également ailleurs, en donnant l'exemple du Burkina Faso. Après les explications du chef de département des Finances, les élus du peuple ont approuvé le projet de loi des finances rectificative 2012. Baccalauréat spécial deuxième session, les épreuves ont débuté ce mardi 2 octobre sur l'ensemble du pays. Ici à N'Djamena, les examens se déroulent dans le calme. Un tour dans les différents centres de la capitale par nos reporters nous a permis de constater le lancement du bac. Mohamed Abakar Sidouna. Ici, nous sommes au lycée Félix Eboué, centre numéro 1 d'examen de N'Djamena. Dans ce centre, 2414 candidats, toutes séries confondues, abordent les premières épreuves. Concentrés, les candidats méditent sur les sujets sous l'œil attentif des surveillants qui contrôlent leurs faits et gestes. Apparemment, tout se déroule bien pour cette session. C'est le même constat dans les centres du lycée technique commercial et le lycée féminin. Une véritable ambiance d'examen qui prévaut dans les salles de composition. Pour ces candidats, les premiers sujets sont abordables malgré quelques difficultés relatives aux préparatifs. Nous, comme d'habitude, pendant les vacances, on se prépare pour la rentrée scolaire de prochaine année. Et finalement, on ne sait que dire, on est
paniquer comme ça, alors on se défend. Tous les 3 épreuves, on a vu en classe, même en préparation aussi, on a vu, mais on pense que c'est un peu mieux. Du côté de l'administration, des dispositions sont prises pour éviter les retards dans le déroulement des épreuves, nous assurent les présidents des centres de la capitale. Effectivement, à partir de 8 heures, tous les élèves sont en salle et les sujets sont déjà distribués aux élèves. Le secrétaire général du ministère de l'enseignement secondaire et le président du jury, accompagnés des responsables de l'ONEC, ont fait une descente dans les centres. Une tournée qui consiste à pallier aux manquements imprévus. Nous nous sommes rendus compte que les épreuves démarrent effectivement, qu'il y a tout un calme au niveau du centre des 2 centres du lycée Félix Eboué. Et nous trouvons aussi que les élèves sont bien en train de travailler. Pour cette session spéciale du bac, ils sont au total 63 531 candidats, toutes séries confondues, appelés à composer dans les 86 centres d'examen, dont 15 candidats francophones du centre de Jeddah en Arabie Saoudite. Restons toujours dans ce volet éducation où la rentrée des classes a été lancée hier à Bokoro. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'enseignement primaire, Faïchou Etienne. Le point avec Adef Ahmad Ben Rahma. C'est à Bokoro que le ministre de l'enseignement primaire, Faïchou Etienne, a lancé la rentrée scolaire 2012-2013. Au même moment, il a procédé au lancement de la Semaine nationale et de la Journée internationale de l'alphabétisation, placée sous les thèmes alphabétisation et culture de la paix. Au cours de la cérémonie, le chef du département a remis des kits scolaires, un don de la première dame Hinde Déby Itno. L'UNICEF, ses partenaires, a aussi offert des kits scolaires et autres équipements. Il en est de même pour le ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique. Les autorités régionales, au rang desquelles le maire de la ville de Bokoro et les délégués régionaux de l'éducation nationale, ont félicité et encouragé le ministère pour le choix porté à leur cité. L'UNICEF, par la voix de son représentant résident, réaffirme également son soutien. Bruno Maes rassure qu'un soutien matériel sera apporté aux élèves et des engins seront mis à la disposition des enseignants. Dans son adresse, le ministre de l'enseignement primaire a rappelé que la scolarisation des enfants et l'alphabétisation des adultes préoccupent le gouvernement et au premier chef le président de la République, Idriss Déby Itno. C'est pourquoi il appelle les parents à encourager leur progéniture à aller à l'école et à encourager les filles. La question de la scolarisation systématique de tous les enfants, notamment celle des filles, à travers l'ensemble du territoire national, demeure l'une des préoccupations essentielles du gouvernement de la République. Enfin, tout développement harmonieux passe nécessairement par l'éducation et la formation. Le respect de l'enseignant, la culture de la paix et le travail sont parmi les messages lancés par le ministre Faïchou Etienne à l'endroit des élèves. Une série de visites dans les écoles et établissements secondaires pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée a été effectuée par la délégation ministérielle pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire. Cependant, le ministre et sa délégation constatent que l'on traîne encore les pas. En visite de travail au Tchad, la délégation du groupe des médias américains CBN multiplie des contacts avec les autorités du pays. L'objectif de la visite de l'équipe est de collecter le maximum d'informations en vue de cibler les domaines dans lesquels l'organisation va œuvrer au Tchad. Adou Abdelkader. La problématique de la santé de la population et l'accès à l'eau potable en milieu rural, les sujets est abordé non pas au cours d'un forum, mais la situation est simplement présentée à un volontaire qui se propose d'apporter son appui au Tchad. Le président du groupe de médias CBN, venu s'enquérir de la situation, a bénéficié d'amples explications du ministre de la Santé publique, Dr Mahmoud Nawar Ngawara, et de celui de l'Action sociale, Fatimé Issa Ramadan. Servi, le patron de la Christian Broadcasting Network et son staff vont se servir des données recueillies pour mieux planifier l'intervention de l'institution dans ces secteurs. Un autre aspect qui a intéressé le patron de CBN est le lac Tchad. Le chef du département de l'hydraulique urbaine et rurale, Mohamed Ali Abdallah Nassour, et la délégation de la CBN se sont entretenus sur la question de la gestion des eaux et de la mobilisation des ressources. Là aussi, le patron de CBN
CBN s'engage à sensibiliser les investisseurs américains à adhérer à cette noble cause, a-t-il signifié. Les questions liées au changement climatique, la protection de l'écosystème n'ont pas été perdues de vue par Michael Dilitle. La dégradation de l'environnement étant un des facteurs de l'assèchement du lac Tchad, la délégation de CBN s'est rendue au site de la ceinture verte de Gaoui. Ébloui par les efforts consentis par le gouvernement dans ce domaine, il promet également apporter le soutien de l'institution qu'il a à la charge pour aider le gouvernement dans l'exécution de ce grand projet des ceintures vertes. Le Haut Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme organise depuis ce matin au CEFOD un atelier de validation du manuel de procédure. C'est le ministre de la Santé publique, Dr Mahmoud Nawar Ngawara, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Ahmad Abbas. En application des mesures préconisées par la feuille de route pour le renforcement des programmes de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le Haut Conseil national de coordination HCNC organise un atelier de validation. Les participants auront à débattre sur plusieurs sujets soumis à leur appréciation. Ils vont contribuer à la validation du manuel de procédure, une réforme amorcée en début de cette année par le technicien de l'ONU-SIDA. Pour le ministre de la Santé publique, cet atelier arrive au moment où son département doit disposer des outils indispensables pour relever les défis. Nul n'ignore la responsabilité de notre instance par rapport à l'atteinte des objectifs pour lesquels les subventions ont été allouées par le Fonds mondial au Tchad. Ces objectifs font donc partie intégrante de la politique sociale de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État qui a placé la santé dans ses priorités nationales. Pendant 3 jours, les participants se pencheront sur la version actuelle du manuel des procédures et d'autres documents de référence du Haut Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Restons toujours dans ce cadre où le ministère de la Santé organise une session de formation à l'intention de son personnel. Ouverte hier au CEFOD, cette formation est axée sur la technologie contraceptive et counseling. Souleymane Diabo. Le Tchad s'est engagé à réduire la mortalité maternelle et infantile. À cet effet, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a mis sur pied des programmes pour la promotion de la planification familiale. En dépit des efforts consentis, le Tchad demeure l'un des pays dont le taux de mortalité maternelle est très élevé. La tenue de cet atelier en matière de technologies contraceptives et counseling ne vise non seulement à renforcer les capacités du personnel de la santé, à adopter une nouvelle stratégie d'approche, mais également à assurer un service de qualité dans les structures sanitaires. Pour échanger sur la problématique, des facilitateurs ont fait le déplacement d'Njamena. Ils viennent tous du Centre de formation et de recherche en santé de la reproduction de Dakar au Sénégal. Le représentant de l'INFPA informe que la coopération entre le Tchad et son organisation, qui couvre la période 2012-2016, est focalisée essentiellement sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Pour lui, la tenue de cette formation se situe en droite ligne de la volonté des deux parties à lutter contre la mortalité. Le représentant du ministre de la Santé publique exhorte les participants à mieux s'imprégner des outils et des méthodologies appropriées pour une maîtrise parfaite des techniques contraceptives. Cette nouvelle brève, les acteurs de développement se mobilisent pour sauver donc des vies. La direction générale de l'école de police a mis à la disposition du Centre national des transfusions sanguines. Les images tout à l'heure, vous allez les voir, vont donc je le disais, la direction générale de l'école de police a mis à la disposition du Centre national des transfusions sanguines ses stagiaires pour le don volontaire du sang. Le prélèvement se fait en fonction du poids et de la tension. Le dit prélèvement est précédé de quelques analyses telles que le groupe sanguin, le VIH, la syphilis et l'hépatite B et C. C'était ce matin à l'école des polices. La mission d'information et de sensibilisation sur les procédures d'accès au Fonds national d'appui à la jeunesse s'est achevée le dimanche dernier dans la région du Mandoul. La cérémonie de clôture a été
présidé par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le point avec Bellegarde, l'armée, la guerre. Cette session de formation en entrepreneuriat jeunesse est une possibilité offerte aux jeunes de la région du Mandoul pour accéder au Fonds national d'appui à la jeunesse. Aujourd'hui, ils ont cette possibilité de pouvoir créer une entreprise, de se mettre à leur propre compte et véritablement de prendre en charge, de se prendre en charge et aussi de prendre en charge d'autres jeunes. Et c'est pour cela que les modules que nous avons développés, surtout le module sur le projet d'entreprise, a pris en compte tous les aspects, en commençant par l'idée d'entreprise, en allant vers l'élaboration du projet, le lancement des opérations jusqu'au démarrage de l'entreprise. À ce niveau-là, les jeunes ont été outillés et nous espérons qu'avec les supports que nous avons donnés, ils seront à mesure de se prendre en charge. Cette initiative louable des plus hautes autorités dans le cadre de la lutte contre le chômage est tout naturellement saluée par les bénéficiaires. Jusqu'aux preuves du contraire, moi j'ai pensé que c'était des discours politiques. Mais là, c'est du concret, donc je voudrais déjà remercier les plus hautes autorités qui ont pensé à nous. Mais dans le domaine culturel, encore, rien n'est fait. Donc... Si j'arrive à écrire mon projet, je dépose aussi, je négocie normalement, quand on me donne l'accès, je crois que je vais m'en sortir. Le responsable du Fonds national d'appui à la jeunesse, Bokit Mahadine, a pour sa part insisté sur l'importance de cette formation et le choix porté sur la région du Mandoul. Pour le gouverneur Abdelkerim Seydou Bouch, le FONAGE doit tout mettre en œuvre pour permettre aux bénéficiaires de cette formation de traduire dans les faits les connaissances acquises. En guise de réponse, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a représenté le ministre à la clôture des travaux, a réaffirmé la volonté du gouvernement de réduire le chômage. Chers jeunes, je vous invite donc à réfléchir, à affiner une idée de projet dans des domaines porteurs et solliciter en retour le financement FONAGE qui est prêt pour vous accompagner. À l'issue des travaux, les 78 bénéficiaires de cette formation en entrepreneuriat jeunesse ont adressé des motions de recommandation et de remerciements aux plus hautes autorités du pays. L'Observatoire de la gestion des ressources publiques a organisé ce jour un atelier de restitution des résultats de l'enquête sur la qualité des infrastructures et équipements scolaires. Cette rencontre regroupe les délégués régionaux et ceux de la commune de N'Djamena. Grand Kachamirima. Le secteur éducatif occupe une place de choix dans le programme de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté, deuxième génération. C'est pourquoi le gouvernement consacre une grande partie de ses ressources humaines, financières et matérielles au secteur de l'éducation. Ainsi, plusieurs établissements sont construits au bonheur des élèves sous la supervision du ministère de l'Éducation et des Infrastructures. Les travaux de construction sont exécutés par les opérateurs privés lors de passation de marchés publics. Force est cependant de constater que la qualité des infrastructures et équipements scolaires fournis à la population font défaut. Une situation qui ne laisse pas indifférente la société civile, dont l'Observatoire de la gestion des ressources publiques du GRAM-TC. Grâce à l'appui financier du Fonds Suissette, une enquête sur la qualité des infrastructures et équipements scolaires est réalisée par le GRAM-TC. Aujourd'hui, il est donc question que le résultat de l'enquête soit mis à la disposition des acteurs du système éducatif et infrastructures, dont les délégués régionaux et ceux des arrondissements de la capitale y prennent part activement. Les résultats de l'enquête ont montré, par exemple, que l'accent qui était mis sur le mode de passation des marchés publics dans ces différents secteurs nous ont montré que la façon dont le marché est attribué pour la réalisation d'une infrastructure influe sur la qualité de cette infrastructure. Selon le coordinateur du GRAM-TC, l'enquête sur la qualité des infrastructures et équipements scolaires est donc une étude exploratoire qui relate le financement et l'exécution des infrastructures dans le cadre socio-éducatif. À l'issue de cette restitution, les résultats de l'enquête seront publiés sur le site internet du GRAM-TC. Cérémonie de lancement officiel du projet Mani SO 2, sécurité alimentaire dans la sous-préfecture de Mani. Projet qui vient compléter le premier de 2 ans qui a pris fin en juin dernier. Cette cérémonie qui s'est déroulée au centre de formation et de gestion des actions de développement de la sous-préfecture de Mani a été présidée par le préfet du département de Haraz Albiar, Ganda Tawamia. Je déclare officiellement le lancement du projet Mani Essor 2, bon sens. 3 mois après le premier projet Mani Essor, la sous-préfecture de Mani
bénéficie pour une seconde fois du projet du même genre. Il s'agit de Mani Essor 2, sécurité alimentaire, qui vient d'être lancé. Financé par l'Union européenne, Mani Essor 2, sécurité alimentaire, doit permettre l'augmentation des revenus familiaux et l'autosuffisance alimentaire des familles vivant dans la sous-préfecture de Mani. Il doit également contribuer à rétablir de manière durable les conditions d'un développement équilibré basé sur l'exploitation optimale de toutes les ressources naturelles. Les principales activités à développer seront entre autres la formation des agriculteurs au paquet technologique éprouvé, recapitaliser les exploitations agricoles en leur fournissant des intrants agricoles et des kits d'outils nécessaires à la mise en place de leur culture, l'acquisition, la production et la distribution des semences et du matériel adéquat pour leur plantation. Le projet Mani Essor 2, sécurité alimentaire, est un projet de 2 ans, allant d'août 2012 à juillet 2014, et couvre toute la sous-préfecture de Mani, dont la superficie est d'environ 10 350 km² pour une population estimée à 100 000 habitants. Le coût total de ce projet s'élève à 193 377 043 francs CFA. La contribution de l'Union européenne est de 174 39 339 francs CFA. La contribution locale de la population locale est de 19 337 704 francs CFA. Selon le représentant de Action Fed PADL GRN, ce programme a été financé sur la base des expériences capitalisées de plusieurs projets et programmes ayant intervenu dans l'appui au développement local et à la gestion des ressources naturelles. À terme, Mani Essor 2, sécurité alimentaire, devra permettre l'acquisition de nouvelles techniques de culture susceptibles d'améliorer durablement les rendements agricoles, la mise en place d'une coopérative de producteurs de semences améliorées, la diversification et l'exploitation des cultures de contre-saison et enfin l'amélioration de l'élevage de bétail dans la sous-préfecture de Mani. Voilà, c'était là le reportage sur le lancement officiel du projet Mani Essor 2. Quelques jeunes clandestins en partance pour la Libye ont été interceptés dans la région du Bata. Le gouverneur de la région, Garboujoum Meder Jacob, est allé voir ces aventuriers dans les locaux de la gendarmerie du Bata. Remadi Orionodet. Ces jeunes sont des clandestins interceptés par les forces de défense et de sécurité dans la région du Bata. Leur seul objectif, faire fortune en Libye. Malheureusement, leur rêve s'est arrêté précipitamment. Le gouverneur de la région du Bata est allé visiter ces aventuriers. On n'a pas à vous maltraiter, mais vous soyez en règle. Si vous venez, même de passage, il faut que vous ayez des papiers afférents pour vous permettre de passer librement. Après avoir prodigué quelques conseils à ces jeunes, Garboujoum Meder Jacob met en garde tous ceux qui tenteront de telles aventures sur le sol tchadien. Tout récidiviste sera sévèrement puni, a-t-il martelé. L'on compte parmi ces clandestins 51 Tchadiens, 11 Maliens, 6 Burkinabés, 1 Gambien, 1 Nigérien, 1 Ghanéen et 6 Guinéens de Conakry. En sport, l'équipe nationale de pétanque participera prochainement à la Coupe du monde de pétanque en France. Déjà, cette équipe se prépare activement pour aborder la compétition. Ce matin, l'équipe donc a reçu la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria Djibrine. Le point avec Innocent Kilayou. C'est en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria Ben Djibrine, que l'équipe nationale de pétanque a finalisé ses préparatifs pour la Coupe du Monde. Pour cette dernière séance d'entraînement, le staff technique de l'équipe nationale a consacré le travail sur les tirs de précision, l'un des maillons forts des Sao pétanque. Le président de la Fédération tchadienne de pétanque, Bachar Brahim, se dit rassurant des préparatifs de son équipe. L'équipe nationale que vous le voyez, c'est une équipe dynamique, donc on est bien préparé. Donc je compte sur mon équipe pour amener de bons résultats. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a fait le déplacement du terrain de Coste pour apporter son soutien à l'équipe nationale, demande aux poulains de Besmewin de mouiller les maillots à Marseille. C'est la Coupe du Monde et c'est la première fois
une fédération participe à une Coupe du Monde. Et ça, c'est une fierté pour notre pays. Mais ce n'est pas parce que le fait de participer qui est important. Maintenant, les Tchadiens sont fatigués. Ils demandent maintenant, si on bouge quelque part, on revient avec le trophée. Qualifiée pour la première fois à la Coupe du Monde, l'équipe nationale de pétanque est composée de 4 joueurs. Les joueurs de l'équipe nationale affirment qu'ils ne viendront pas en France en tourisme, mais pour faire parler du pétanque tchadien, une discipline sportive moins connue du public national, mais qui est en train de faire ses preuves sur le plan international avec cette jeune équipe. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain. Plaisir à Dieu.